Et donc aujourd'hui, j'ai pensé que, comme j'ai eu tout de suite envie, quand j'ai un petit peu parlé avec Elisabeth, j'ai tout de suite eu envie qu'on puisse avoir un moment avec elle où elle nous parle de son œuvre, parce que c'est vraiment une œuvre très particulière. Et il y a quand même quelque chose qui nous intéresse aussi en tant qu'analyste, puisque le travail en partie qu'elle expose ici a à voir quand même avec ce travail qu'elle a fait sur sa généalogie, sur sa famille. Donc j'ai trouvé que vraiment ça mériterait qu'on en parle, non seulement par la manière dont tu travailles, qui est quand même très très particulière, puisqu'il y a tu travailles avec une machine, de la broderie, ou comment dire. C'est vraiment quelque chose de très, très particulier. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui de parler avec Elisabeth ici, et bien sûr avec vous, si vous avez envie de l'interroger. Alors, j'ai lu, il y a 2 livres qu'Elisabeth a apportés. Ce livre-ci, Le voyage de Pénélope, et puis cet autre livre, et je les ai lus là. Et d'abord, je voulais dire aussi que Elisabeth a vraiment des qualités d'écriture. Hein. C'est vraiment un écrit. C'est un écrit passionnant sur son épopée de vie. Parce que vraiment, c'est une vie, on a envie de dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait, hein? C'est vraiment très, 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 très riche. Hein. C'est vraiment une épopée de vie, avec ce moment que tu as passé dans le Larzac, où vous avez restauré une... C'était quoi à l'origine, donc, ce lieu? C'était une ferme fortifiée dont j'ai retrouvé l'histoire aux archives, mais qui est avant tout un chef-d'œuvre d'architecture qui nous a, mon ex-mari et moi, fascinés. Nous l'avons d'autant aimé et servi pendant 35 ans, puisque nous l'avons restaurée en entier, parce qu'elle était abandonnée depuis 50 ans. Un chef-d'œuvre d'architecture échoué comme ça, ça a été un coup de foudre fabuleux. Voilà. Oui. Oui, vous pourrez regarder, c'est un lieu qui a l'air assez exceptionnel. Oui. Et que vous avez donc vendu au bout de 35 ans. Oui, une fois fini. Une fois que l'édifice était hors d'eau et hors de toute destruction, notre mission était remplie. Accomplie. Et oui, c'est ce que nous avons ressenti. Et Claude Baillon et moi, nous n'avons jamais eu le moindre... Enfin, nous n'avons pas eu le regret de la laisser. Elle est bien entretenue par les nouveaux propriétaires, mais nous l'aimions dans notre action vis-à-vis d'elle de restaurateur. À partir du moment où elle était totalement restaurée, nous pouvions partir. Oui, oui, vous avez fait œuvre. On a l'impression que tout au long de ta vie, tu as œuvré. Hein, que c'était à la fois ta vie avec tes enfants, ta famille, mais en même temps, quelque chose était à l'œuvre qui fait partie de ton trajet d'artiste. Oui, seulement c'était un poids pour revenir à cette maison, puisque mon bouquin se passe de maison en maison. Le thème, l'objet maison est pour moi essentiel, c'est la protection. Et alors, une forteresse avec des murs d'1,50 m, c'est vraiment... C'était un mastaba, de toute façon, mais avec tous les avantages et les inconvénients de la beauté de cette maison, de son côté monument historique, c'est-à-dire que vous êtes les serviteurs du patrimoine. Vous êtes vraiment dans le patrimoine. Et en plus, bon, donc je vais embrayer là-dessus, nous avions choisi, dans les années 70, comme beaucoup de gens, de partir à l'autre bout de la France, non pas pour élever des chèvres, comme beaucoup qui sont revenus depuis, mais pour changer de vie, oui, tout à fait, de façon assez folle, à 30 ans. Et nous cherchions un coin tranquille et sans histoire, et nous avons choisi le Larzac, qui en 70 était totalement inconnu de tout le monde. Et 6 mois après l'achat et le début des travaux, quelqu'un m'avertit par téléphone que notre forteresse va être au milieu d'un futur camp militaire.
Michel Debré en avait décidé. Et alors j'aimais vous dire que ça a effondré tous nos projets, puisque nous voulions faire des expositions, nous voulions nous servir de ce monument pour intéresser. Mon mari fait des vitraux, et donc on pensait tout de suite que des architectes seraient intéressés par nos œuvres. Et puis c'est pas du tout comme quoi quand on part à l'aventure, c'est vraiment l'aventure, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Et donc nous avons pendant 10 ans été aux côtés des paysans du Larzac, et j'ai eu la très très grande chance de voir que le pays totalement inconnu qui s'appelait Larzac, on était obligé de dire c'est à 100 km au nord de Montpellier, est devenu une sorte de terre promise pour toute une génération. Pendant 10 ans, mes voisins qui étaient des agriculteurs sont devenus des héros et des artistes, et les artistes, c'était pas nous. Donc nous avons été, Claude Bayon et moi, les serviteurs des paysans du Larzac. Enfin, on faisait décorer les tracteurs, etc. Tout ça quand même au détriment de notre création. Au détriment. Parce que on a été bien sûr politiquement très, très noté par les renseignements généraux. Les RG ne savaient pas où nous caser avec ce monument historique magnifique, nos idées antimilitaristes, notre création, enfin, ils s'y perdaient. Bon, mais ça a été une aventure magnifique. Mais dans les années, enfin, quand vous avez de 30 ans à 50 ans, c'est le moment où il faut trouver une galerie, il faut se... Et ça a été vraiment très, très énergique qu'on a passé là-dedans. Nos enfants, en plus, n'en pouvaient plus d'avoir des parents tout le temps sur les routes ou dans les manifestations ou dans les... Bon, et donc... mais enfin, moi, je ne le regrette pas. Mais ça a été vraiment une aventure. Et puis après, quand François Mitterrand a donné la victoire au Larzac, que le camp ne s'est pas fait, ça a été ces 10 ans avec nos voisins, des rapports affectifs forts s'étaient passés. Quand on a essuyé les grenades lacrymogènes, quand on a fait énormément de choses ensemble pendant 10 ans, c'est une sorte de famille, dont un des fleurons, vous le connaissez, c'est José Bové, qui est venu au bout de 3-4 ans, mais enfin, qui est un vieux compagnon de lutte. Mes voisins m'ont poussé à raconter cette histoire sous forme d'exposition. Donc j'ai abandonné ma machine à broder, et puis j'ai essayé d'exprimer en quoi cette aventure, qui finissait bien, en quoi elle était caractéristique. Une lutte non violente, une lutte qui est la victoire de la diversité, puisque sur le Larzac existaient des gens très, très divers. Et je pense que ça aussi, c'est une des choses qui m'a motivé à mettre ça en forme et à militer pendant ces 10 ans, c'est que je retrouvais ma propre histoire d'enfance. C'est-à-dire mes parents n'étaient pas du tout du même milieu. Ça a été très douloureux parce que ma mère était d'un milieu bourgeois et même aristocratique, d'où mon prénom, c'était la grand-mère qui était marquise, et elle épouse le fils d'un boucher. Et jamais, jamais, jusqu'à ses 97 ans où elle est décédée, elle n'a digéré, entre guillemets, ce qu'elle appelait une mésalliance. Alors, cette division en moi a été extrêmement douloureuse. Enfin, je m'en rends compte aujourd'hui avec des compensations religieuses. J'ai été élevée chez les bonnes sœurs. J'aimais beaucoup, beaucoup la mythologie chrétienne. Enfin, moi, j'appelle ça... Mais j'aimais beaucoup parce que ça me faisait échapper à ce climat familial qui était extrêmement tendu, alors que mes parents étaient tous les deux musiciens et ne m'ont jamais appris la moindre note de musique. Autre chagrin aussi.
Et la catastrophe, c'est que mon frère a, lui, subi beaucoup plus fortement encore cette histoire difficile. Et ça fait 6 ans que je n'ai pas de ses nouvelles, mais il est quasiment analphabète. Donc, comment faire des études? Vous voyez, comment faire quand votre frère n'y arrive pas? Pour moi, à 15 ans, j'ai voulu quitter l'école. Et là, avec cette histoire du Larzac, j'ai eu à faire un travail d'historienne, entre guillemets, et d'historien, bien sûr, professionnel, d'universitaire, mais mes voisins qui avaient été dans cette action, les principaux acteurs, voulaient absolument que le secret de cette dynamique soit entendu comme un savoir aussi. Et donc j'ai travaillé avec des historiens patentés, des sociologues, des politiques, etc. Et donc ça m'a beaucoup appris, mais j'étais extrêmement complexée du fait même, parce qu'on se demandait pourquoi cet artiste se mêle de faire cela. Voilà. Bon. C'est un peu compliqué, mais voilà. Mais on peut peut-être revenir à la machine à broder. Et comment tu as commencé? Comment l'aventure, disons, un peu plus organisée de ton art a commencé? J'ai fait une école d'art, mais en voulant faire du vitrail, parce que je voulais être religieuse. Alors, donc, le vitrail me semblait très très bien. Or, très vite, le verre et le plomb je l'ai ressenti dans le travail, qui est très 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 précis, le vitrail, c'est au millimètre près, et puis il faut maîtriser, il y a un travail de maîtrise du verre, qui est un matériau coupant comme chacun sait, mais qui est très fantaisiste, et donc il faut avoir une grande maîtrise. Et je me suis aperçue tout de suite à l'école des métiers d'art, qui est maintenant devenue l'hôtel Picasso, que ce n'était pas du tout mes matériaux. Et puis j'avais rencontré, qui a cassé ma vocation religieuse, mon mari Claude Baillon, qui lui continue de faire des vitraux. Et à l'époque, il y avait 2 ans et demi de service militaire, et je ne pouvais pas envisager de m'installer avec lui, de me marier sans une maison. C'était déjà mon obsession. Donc à 17 ans, je quitte l'école des métiers d'art et je rentre chez des gens qui ont besoin à la fois d'une bonne d'enfant, d'une bonne à tout faire, et qui font des vitraux. Et je me dis, c'est très bien, le matin je ferai le ménage, et l'après-midi je ferai du vitrail. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. Et puis ça m'a épuisée. Après j'ai été bonne à tout faire, assistante dentaire, enfin pendant 2 ans j'ai fait tous les métiers les plus divers. Et j'avais pris le deuil de ma vocation artistique. Je m'étais dit, bon. Et quand mon mari est revenu du service militaire, je devais être son assistante. Et puis un jour, il est parti de 3 jours, et je me suis sentie autorisée à faire un petit dessin, pas très grand. Et puis, j'oubliais de dire que j'avais été représentante en tissu dans les nombreux métiers que j'ai faits. Et mon patron avait des machines à broder, qui sont des machines qu'on appelle Cornelli, qui ont été créées au XIXe siècle pour imiter la broderie à la main. Et donc, il avait l'idée qu'on pouvait faire autre chose. Ce sont des machines quand même très habiles, qu'on pouvait faire autre chose que un travail industriel. Et il m'avait donné des dessins d'une décoratrice qui ça n'a jamais marché. Donc je le suppliais de revenir chercher sa machine. Et puis là, toute seule, je venais d'accoucher. J'allais avoir 3 enfants, 2 ans et demi, et j'avais la panique. Je me suis dit, ça y est, ma belle, t'es dans les couches, ton évier,
la femme d'intérieur dans toute sa splendeur, c'était vraiment pas pour moi une perspective emballante. Et donc j'ai commencé à faire ça, à faire 2-3 dessins. Comme j'étais, donc je l'ai dit, d'une culture religieuse très, très forte, j'ai fait Adam et Ève, enfin j'ai fait un tas de personnages un peu bibliques. Et puis j'avais des amis qui avaient une galerie près de Saint-Sulpice, qui ont exposé ce que je faisais dans les années, je vous parle, 63, 65. Et tout de suite, il y a eu des acheteurs. Alors là, c'était essoufflant. J'étais complètement étonnée. Voilà. Alors pendant 10 ans, j'ai fait un art assez figuratif et assez religieux. Alors rétrospectivement, je me dis, surtout qu'en ce moment, je ne suis pas dans une veine artistique formidable. D'abord, la création, ma motivation, c'est de me créer, de créer quelque chose qui me tienne compagnie, qui me regarde, qui soit là, présent, comme s'il y avait un vide dans ma vie et que j'avais la possibilité de donner la vie à des personnages, qui assument une présence et de la tendresse, enfin de l'amour. C'est un côté affectif. Voilà. Alors, pendant 10 ans, j'ai eu aucun problème ni de trouver des galeries, ni de trouver un public. Ça marchait très très bien. Les Américains aimaient beaucoup ce que je faisais, les Américains des États-Unis. J'ai eu plusieurs commandes. J'ai eu aussi une commande pour la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, c'est-à-dire ça donnait Elf après, avec des grandes tartines. Alors ça, j'aimais beaucoup. Je représentais l'usine de Lac à Pau, vous voyez, sur 8 mètres de long. Donc ça marchait très bien. J'avais pris des ouvrières qui m'aidaient dans le travail. Ça marchait très bien. Puis nous avons, excusez-moi, j'ai eu une relation assez perverse avec une femme qui était une amie, qui admirait beaucoup ce que je faisais, nos enfants et tout, mais qui dans le fond avait une certaine jalousie et m'a culpabilisé en me disant, bien sûr, tes créations, mais c'est quand même au détriment de tes enfants. Enfin, arrive mai 68, donc j'avais de l'argent, bon, et il y a eu tout un travail de sape qui fait que je me suis pas sentie légitime et que j'ai eu un sentiment qu'il fallait que j'ai entraîné toute ma famille sur le Larzac en 70. Enfin, d'une façon très très folle. Ça m'a entraîné après à faire une psychanalyse parce que une fois dans la belle maison fortifiée, je ne m'y plaisais plus du tout. J'avais la nostalgie du Nord. Vous savez, avoir la nostalgie du Nord quand on est dans le Midi, ça fait très mauvais effet. Et puis, tous mes voisins étaient là à lutter contre l'armée. Ce n'était pas le moment de dire j'ai envie de partir. Bon. Donc, pendant 3-4 ans, je n'ai rien fait du tout. Et puis, tout d'un coup, ça me prend comme ça, j'ai eu envie de représenter une sorte de grand gisant allongé comme un divan. Mon analyste trouvait que on aurait dit oui, personnage sur un divan. Et tout est revenu, mais une création qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Plus de regard, plus de mains, quelque chose de fortifié. Entre les deux, combien d'années se passent ? 3 ans. 3 ans, je fais rien. Je fais rien. Alors j'étais désespérée. Et comme j'avais démarré l'analyse, je me suis dit, ben voilà, je crois que Freud l'avait dit, dénévrosé, comme on peut dire dénervé, dénévrosé. Je suis plus névrosée et je suis plus créatrice. Ben oui, ça y est. Enfin bon. Enfin, je pense qu'il y a encore pas mal de névroses même plus tard. Mais donc, l'analyse m'a beaucoup... création, oui. Mais l'analyse m'a beaucoup aidé. Hein. Ça, alors là, moi, je fais partie des fans et ça m'a poussé à l'écriture. C'est-à-dire que, voilà.
Et alors, quelque chose que m'avait dit mon analyste, qui est mort depuis, que j'aimais beaucoup, il m'avait dit, avant l'analyse, on a une carapace, enfin on a moi faisant des choses très fortifiées, et il dit, normalement, à la fin de l'analyse, on ressort avec une colonne vertébrale. Chose que n'ont pas les crustacés, bien sûr, que j'aime tant, ils ont dans le fond leur squelette à l'extérieur. Alors ça m'avait beaucoup fasciné. Et donc pendant 25 ans, j'ai une œuvre totalement... Alors le public aussi ne comprenait pas, tout ce qu'il y avait d'affectif avait disparu. Et c'était la même technique pendant 25 ans. Je travaille sur une toile noire, et puis il y avait tout un travail de dessin, tout le squelette de ce que je vais recouvrir de broderie. Et c'était dans le fond une sorte de travail en lumière, puisque je travaillais sur une toile noire, mais j'avais le désir de montrer et le dessin et la broderie. La laine, c'est-à-dire la matière, et la structure dessinée. Et c'est marrant, enfin, je ne sais pas si je peux le dire, je fais un rêve, je ne savais pas comment sur cette toile noire, et je fais un rêve d'un copain qui passe sous un IRM, un scanner, et on voit son squelette, on voit tout son squelette, et sur le squelette, il y a des sortes de filaments, et je vais traduire ça sur... oui, la forme là-bas, et comme ça, je fais... Donc c'est à la fois le squelette, et ce rêve m'apporte vraiment... C'est marrant, hein, j'aimerais bien rêver en ce moment quelque chose qui... Voilà, alors donc... Et ça a été très étonnant parce que, bon, j'ai quand même repris, malgré les secousses de la lutte du Larzac, vers la fin, j'ai fait une œuvre qui représentait une espèce de grande armure qui s'écroule, vous voyez là, et nous avions fait une exposition dans notre belle maison, là, et des militaires... c'était en les années 80, donc c'était pas encore le passage de Mitterrand et la victoire de cette lutte. Et des militaires sont venus, donc 6 mois avant la fin de la lutte, et ils étaient intrigués par cette espèce de grand cavalier là, qui dégringole. Et je pense qu'ils avaient l'intuition, inconsciemment, de leur future dégringolade. Alors ça m'a fait très très plaisir de voir que les gens entendent dans les images quelque chose. Voilà. Alors ce que je voudrais dire sur ma technique, qui est très particulière, enfin quand les gens l'ont vu il y a 20 ans, ils s'en souviennent, ils aiment ou ils n'aiment pas, on n'est jamais obligé d'aimer, c'est que j'éprouve un grand plaisir en dehors de la question du dessin, que j'aime très précis. Moi, j'aime ce qui est très précis. J'aime beaucoup Fernand Léger, par exemple. Et ça, c'est mon maître. Ma machine fait du bruit, m'isole. Ça pourrait paraître affreux. Pas du tout. Ça m'isole. Ça m'entraîne une rêverie vagabonde. C'est-à-dire, comme vous avez déjà ressenti sans doute en voiture, il paraît que certains littéraires ont une imagination qui s'exprime en voiture, que la vitesse. Et moi, bien sûr, c'est comme une sorte de petit... La chaînette sort de la machine et je travaille à plat. C'est un peu comme un sillon de laboureur. Et cette vitesse m'enchante. Bon, et même avec le bruit. Alors, je me disais, est-ce que je choisis un outil qui fait du bruit quand on compare à la peinture, où on imagine
personne dans un grand silence ou accompagnée de musique. Est-ce que cette machine qui fait du bruit, je couvrais peut-être la musique de mes parents, je ne sais pas. Non. Mais j'ai retrouvé la musique de mes parents avec l'écriture. Et puis aussi les gammes, j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup les bleus, et j'aime faire mes gammes, comme je dis, réparer la partition. Voilà. Et puis à la fin de, il y a 6-8 ans, j'ai perdu mes parents, et j'ai voulu comprendre comment deux êtres tout à fait adorables, une femme organiste et un homme bassoniste, qui ont été vraiment des professionnels, avaient pu se détruire l'un l'autre pendant des années et détruire mon frère, et moi m'en tirer, enfin bon, avec tout ce travail, avec douleur. Et j'ai voulu comprendre dans la génération, essayer de voir au-dessus d'eux, aller chercher au grenier, pourquoi ma mère avait choisi, enfin, pourquoi mes parents n'avaient jamais supporté, c'était courageux de leur part, hein, mais jamais supporté leurs familles respectives et leurs origines respectives. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait plusieurs stages, tout ça, et j'ai travaillé sur la famille de ma mère particulièrement. Tu avais quel âge, Elisabeth? J'avais 68 ans. Hein. Oui. En analyse, j'avais travaillé sur bien sûr, papa-maman, mais là, j'étais contente de remonter dans l'histoire. Puis je suis passionnée d'histoire, hein, avec le Larzac qui m'a tellement appris comment l'histoire se fait, sur quel rapport de force. Je suis très passionnée par les rapports de force et de pouvoir. Et donc là, j'ai voulu comprendre, et comprendre, oui, la douleur d'une famille. Le tragique. Oui, et puis c'était en avance sur son temps. On parle beaucoup de multiculturel, Dieu sait si, parce que moi j'avais donc un grand, enfin que j'ai pas connu, un grand-père médecin et un grand-père boucher, et ma grand-mère était bouchère du côté de mon père, et je pouvais passer pour une pain-bêche côté paternel et comme une mal élevée du côté maternel. Donc c'était des gens qui n'avaient absolument rien à se dire et qui se méprisaient totalement, quoi. Bon, alors vous connaissez tout de suite la division, la division au couteau. Mon bouquin commence par une phrase que j'aime bien de Claudel: c'est chose étrange qu'un couteau, mais le fruit qu'il tranche, on ne rejoindra pas les parts. Et c'était ça. Donc j'ai fait beaucoup d'œuvres aussi, très, très coupées en deux. Voilà. Alors j'ai bien aimé la façon aussi dont tu fais travailler le signifiant broderie. Parce que finalement, tu dis bien que la broderie, ça veut dire aussi broder, c'est-à-dire raconter des histoires. Et il me semble que dans ce livre, et délirer, rêver, quoi, sa vie. Et il me semble que, justement, à partir de ce travail généalogique, parce que je comprends bien que c'est tout un travail généalogique, tu as réécrit quelque chose de l'histoire, effectivement, plus ou moins tragique, comme de ta famille. Comme tout le monde. Oui, mais tu as repéré, effectivement, ces moments, peut-être de rupture, C'est-à-dire que la broderie est sans arrêt une liaison, hein, sur la toile. On dit le fil de la conversation, ça relie. Ça, j'aime beaucoup tout ce qui relie. Hein. Mais c'est une sorte de route, oui. Voilà, et alors ça s'appelle le voyage de Pénélope, bien sûr, c'est parce que Pénélope est censée ne pas attendre Ulysse, et c'est lui qui raconte son Odyssée. Et ben là, je dis, moi je raconte ma petite Odyssée. Et c'est vrai que ça c'en est une. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce que tu... Quoi tu je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout.
je suis un peu dans un blanc. Et ça m'arrive de temps en temps, oui, j'ai été 3 ans. Quand les choses sont fortes dans la vie, je suis silencieuse. Ça travaille pas ce à soir, l'intérieur. mais moi. Ça travaille à l'intérieur. Ça se prépare. Les choses. Oui, je sens que c'est comme une éponge, quoi. Et peut-être un rêve. Oui, ben, je vais voir ce que font les autres. Donc si vous avez des questions, peut-être. Oui. Un dessin, je ne sais pas improviser sur la toile. Il me faut que. Puis j'aime avoir des choses très structurées. Oui. J'aime le bâti, quoi. J'aime encore du côté de la maison. Donc tu as des études préparatoires avant de faire. Oui. D'accord, donc il n'y a pas d'improvisation en fait, on est sur la couleur, si. dans la couleur. Mais ce qu'il y a, c'est que la chaînette se défait relativement facilement. Donc c'est pas irrémédiable. Comme l'encre. Si je mets trop d'encre et que ça fait un tapon, bah, c'est foutu. Par contre, ça j'aime beaucoup, c'est que la broderie peut s'enlever. Et même, je peux rajouter par-dessus. Je peux faire une deuxième couche. Ça me plaît infiniment. Que ça ne soit pas irrémédiable. Oui, qu'il y ait des repentirs aussi. Oui. Ça c'est bien. Le personnage qu'on voit 2 ou 3 fois, là, cette dame à lunettes, c'est quelqu'un de spécial? Oui, ça a été ma marraine, qui était une femme adorable, qui a été un peu ma seconde mère, même ma mère tout court. C'était la sœur aînée de ma mère, mais qui a mené une vie assez affreuse. Enfin, c'est du mot passant, ma marraine. Mariée à un type cynique, qui l'a épousé un peu pour sa dot. Et elle faisait de la broderie. Elle faisait de la broderie et des petits oiseaux, des petites fleurs charmantes sur des napperons. Et je crois que j'ai eu envie de la venger, entre guillemets, enfin de dire à ces ouvrages de dames, je vais essayer de trouver une autre dimension à ces petites vies minuscules. Vivait en province, au Mans, trompée 15 jours après le mariage, ne pouvant pas avoir d'enfant, donc toute son affection avait été sur moi, au point que son mari avait proposé à mes parents de m'adopter. Ce qui voulait bien dire qu'ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas trop le temps entre... On était à la porte de Bagnolet dans un appartement qui faisait, je sais pas, 40 mètres carrés. Ma mère avait son orgue d'études dans une pièce. Mon père répétait son basson dans l'autre pièce et voulait absolument apprendre la trompette à mon frère. Alors vous voyez un peu comment moi... C'était très musical. Et qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est Jules Verne. J'adorais Jules Verne, parce que dans la famille bourgeoise de ma mère, il y avait des Jules Verne dans les éditions Hetzel du 19e. C'était un enchantement. Et de voir le capitaine Nemo jouer de l'orgue dans son Nautilus, comme ma mère, c'était pour moi la merveille. Je lisais ça jusqu'à 2h du matin. Et j'ai une petite anecdote avec Yves Bonnefoy, ce grand poète qui est mort récemment, je lis un interview dans le Nouvel Observateur sur lui, où il dit que il a beaucoup aimé Jules Verne et les enfants du capitaine Grant. Or moi, c'était avec le capitaine Nemo qui me fascinait. Et les enfants du capitaine Grant, c'était... Mais que dans les belles éditions. Hein. Dès qu'on m'a filé du Jules Verne dans les éditions vertes ou moches, alors là, ça ne m'a plus du tout intéressé. Mais les enfants du capitaine Grant sont 2 enfants qui partent à l'autre bout du monde pour retrouver leur père bafoué. Et Bonnefoy dit dans cet article que son père était un taiseux, qu'il était d'un milieu assez modeste, qu'il avait une mère, il ne le dit pas vraiment autoritaire, mais qui était institutrice, donc le niveau un peu supérieur, et que Yves Bonnefoy dit qu'il pense avoir écrit toute sa poésie pour redonner la parole à son père. C'est magnifique. Et alors, je suis émue, puis il dit dans l'article aussi, c'est surtout les garçons qui aimaient Jules Verne et tout. Alors je lui écris tout de suite en lui disant, écoutez, non, vous savez que les filles... Et je lui raconte aussi mon histoire. Et il me répond, cet homme tout de même magnifique,
il me répond, dites-vous bien que, parce que j'avais commencé mon écriture, il me dit, dites-vous bien que c'est les personnes qui vous ont marqué avant votre âge de raison, avant 8 ans, qui vous ont marqué, qui sont la source de la poésie. Alors, j'ai été très émue de cette petite lettre qu'il m'a envoyée. Et tout ça pour la même motivation. C'est-à-dire que moi, je ressentais dans ces 2 enfants qui vont à l'autre bout du monde pour sauver un père maudit et déshonoré. C'est très très beau dans Jules Verne, puisque c'est une bouteille à la mer, et la trace du père est en partie effacée par la mer. Alors, on est en français, c'est quand même magnifique. Or, moi, c'était sans arrêt dans le rapport de ma mère et de mon père, où ma mère reprochait à mon père d'être d'une origine aussi affreuse, aussi, je ne disais pas bestiale, mais c'était la même chose. Elle pensait qu'on est, c'est bien, on est, et on ne répare jamais une naissance médiocre. C'est terrible, c'est terrible. Donc moi, j'étais l'enfant qui était de la bourgeoisie et mon frère était l'enfant de la boucherie. Donc mon frère... Il y a eu une séparation de ton frère avec c'était impossible. Mère et j'ai retrouvé des écrits de ma mère à 95 ans où elle disait non, il ne faut jamais commettre une mésalliance, jamais, jamais. Moi, j'ai épousé le fils d'un charcutier, par contre. Ah oui. Mais la grande différence, c'est que mon mari ne donnait pas, n'était pas enfantin comme mon père, et qu'il remettait ses parents, qui bien sûr me trouvaient un peu intellectuelle et un peu bourgeoise, justement. Alors là, je retrouvais le racisme inverse, et mon mari ne donnait pas raison à ses parents, qui me défendaient, tandis que mon père était un petit enfant, non, était un petit enfant. Mais enfin, moi, c'est terrible de voir son père humilié. Ça, c'est terrible. Claudel. Oui. Et je l'ai retrouvée à ses 80. Quand elle a eu 80 ans, ma mère a été un peu malade, on est restés tous les deux sur le Larzac, et là, on s'est reconnus. Mais c'était bien tard. Bien tard. Tu m'as raconté d'ailleurs une petite anecdote sur la musique. Tu m'as raconté, je ne sais pas comment on en est arrivé là une fois, que tu accompagnais ta mère qui jouait de l'orgue dans une synagogue. Parce que on parlait de synagogue. Et tu connaissais bien ça aussi. J'ai été beaucoup à la synagogue et ça me plaisait beaucoup, en plus de comparer avec les enterrements catholiques. Et on allait tous les samedis et je lui tournais les pages. Parce qu'elle jouait alors. Oui, elle était organiste et elle a eu de très beaux concerts. Et étant enceinte de moi, elle a joué ses plus grands concerts avec Marcel Dupré. Certains connaîtront qui était Marcel Dupré. Et elle était son élève préférée. Là aussi, ça a été certainement un peu... Elle a joué à Saint-Sulpice, c'était son remplaçante. Ça a été certainement son remplaçante. Oui, non, ça a été un peu comme en ce moment l'actualité. Elle a dû être suspectée de faire une promotion sur canapé, parce que Marcel Dupré, je me suis renseignée après, était un coureur de jupons et était très sensible à ses jeunes élèves. Donc est-ce qu'elle a obtenu ce... Bon, j'en sais rien. Oui, c'est son histoire, absolument. Mais bon, moi, ça m'a interrogée, quoi. Mais c'est... Ta famille t'a beaucoup interrogé, de toute façon. Oui. Tu as vraiment fait un travail énorme. Avec maman, on était dans la tribu, et puis mon père était dans la fosse d'orchestre, le basson. Vous voyez, c'est... Disons qu'il y a un éclairage. Surtout, mais moi je m'intéresse. Je vous dis, dès le début, j'ai été dans un rapport de force. En plus, je fais partie de la génération dont les pères étaient prisonniers en Allemagne. Donc je l'ai connu qu'à 3 ans. Et puis j'ai été élevée avec ma mère chez ma marraine. Donc dans un milieu bourgeois où on sonne la bonne, etc. Là, ça sonne la bonne. Et la mère de mon père, elle était bonne. C'est-à-dire qu'on avait des serviteurs dans la maison de ma mère, enfin dans la...
Dans la famille de ma mère, on avait des serviteurs, et dans la famille de mon père, on était serviteurs. Oui, il y avait un tel contraste. Oui, il y a trop. toujours des... Ces contrastes Il y a énormes. toujours, une espèce mais- de croisement terrible t'arrive dans cette mastaba, là, au fin fond du Larzac, Oui. et c'est l'actualité la plus brûlante Ah oui, qui oui, oui. apparaît. C'est vrai, presque la plus triviale aussi. Puis on Fuyez arrive. le monde et ils vous C'est suivent. troublant. On est toujours On dans s'est- le passé, puis en même temps on est dans le présent. Parce que tu es quelqu'un qui remonte tout le temps, et en même temps Ouais, tu es dans ouais, puis je suis l'actualité. passionnée, puis j'aime, je me rends compte, quelqu'un me disait, t'aimes les conflits. Et oui, j'aime les rapports de force, oui. La lutte des classes, quand même. Oui, enfin, Oui, c'est vrai. oh, oui, mais la lutte des classes, C'est ça m'ennuie l'époque, beaucoup, parce que c'est ça veut dire que l'époque. c'est la C'est guerre l'époque, entre c'est mon son père et ma histoire, mère. oui, hein. bien sûr. Alors, la lutte des classes, non, pas façon, non. Non, parce que j'ai participé au Larzac, c'est une lutte non violente. Et ça, j'ai vu qu'on ne crée jamais d'irrémédiable. Jamais d'irrémédiable. Pour que toujours conserver une ambiance, pas forcément fraternelle totalement, parce qu'il y avait des rapports de force et des gens qui aimaient le pouvoir là-dedans, mais qui se sont avérés être des vrais chefs d'opposition au pouvoir d'État, puisque c'était plus le pouvoir d'État que les militaires. Mais pendant 10 ans, pour tenir le coup, il ne fallait pas obéir au Mao, à toutes les déferlantes gauchistes que nous avons eues, qui étaient pour faire péter les choses, et puis ils font 3 petits tours, puis ils repartent chez eux. Tandis qu'il y avait une sagesse paysanne magnifique. Alors ça, j'ai beaucoup appris. Ces gens qui savent qu'il y a 4 saisons, hein, et que c'est pas parce qu'une manif est ratée que la suivante ne sera pas, mais on l'engrange comme une manif réussie, on l'engrange tout en attendant que la prochaine, on met la cape. Enfin vraiment, moi c'était. Il y en a une très bonne définition du Larzac chez un mai 68, l'héritage impossible de Jean-Pierre Le Goff, où il y a un chapitre sur l'Ypres, mais un chapitre sur le Larzac, où il montre aussi toute l'influence chrétienne de ce mouvement, qui donc, chrétien plus paysan, on a les pieds sur terre, hein, et on n'est pas dans le discours et dans la véhémence gauchiste. Ils ont su leur tenir tête, alors que déferlaient sur le Larzac les gens les plus engagés à l'extrême gauche et les plus brillants. Hein, Oui, et c'est ça. arriver à tenir cette non-violence, c'était pour moi les réconcilier. Pour moi les réconcilier, vraiment. Rien d'irrémédiable, oui. Oui, Mm. oui, rien d'irrémédiable. Dans la vie, il n'y a rien d'irrémédiable. Ah tu veux oui, dire par exemple, moi Ouais, j'aime... non, ça pour la broderie. Mm. Oui, La oui. broderie, On peut je peux recommencer. repasser, rien d'irrémédiable. Et moi j'aime beaucoup la notion de recyclage. Alors là, quand j'ai été en Afrique, quand je les ai vus faire des jouets avec des fils de fer, enfin des trucs moches, en pneus aussi, ou en boîte de conserve, recycler tout ça, je trouve ça formidable. Et dernièrement, moi j'ai recyclé cet été, j'étais un peu en cours d'aspiration, j'en ai repris une œuvre de 85, qu'une amie m'a dit, oh elle est terne, elle n'est pas terrible. Je me suis piqué au vif et je lui ai redonné une autre vie 20 ans après, alors ça m'a fait très plaisir. Oui. Ah Et oui. Donner une redonne- seconde chance. hein. Oui. Oui, oui. C'est ça. Comme tu as redonné vie à tes personnages Oui. disparus de ton histoire, Oui, ou, oui, oui. ou ça, Oui, ça oui. rejoint un Une sorte peu de ce- recyclage, tu veux dire. Voilà, oui. Oui, On non, n'aurait pas pensé à recyclage à ce Oui, non, c'est niveau-là, qu'il a- mais mais pourquoi quand pas même. Ah, Quelque chose oui, c'est de la c'est création, assez dans le vent, hein, recyclage. peut-être, Oui, le non, début, c'est oui. l'œuvre pendant 25 ans où je crée des œuvres qui sont basées sur le rapport entre, vous voyez, un peu comme ça. C'est des sortes de grandes constructions qui sont coupées Dans en la deux, division. La division, dans la division, qui vient- mais avec des petites passerelles quand même. Ah oui, bien sûr. cette division que tu nous as dit, que tu ramènes quand même à cette division des parents, Ouais. qui étaient de Ouais, deux je bords. m'en suis aperçue Simplement, après, hein. Il y avait dans la famille, si tu veux, le côté mère et le Oui. côté père. Voilà, il me semble. Mais quand je les faisais, je ne m'en rendais pas compte. C'est après que je me suis... Bon, puis le public me demandant, mais pourquoi vous composez tout sur cette symétrie
Mais sur le moment, je n'en avais pas conscience. Non. Oui, ah bah moi j'aime bien moi bien sûr, on ne peut pas ne pas être indifférent au mouvement surréaliste. C'est oui, le fantastique, les rêves. Fernand Léger n'est pas du tout un surréaliste, mais j'aime son côté très terrien, très écrit, puis très enraciné. Ah oui, oui. Oui. J'ai été voir son musée à Biot. Hein. Oui. Non, puis j'ai une amie qui était très proche de lui, sa vieille amie. Et justement, d'une certaine manière, on ne pense pas tout de suite, comme on peut le faire avec d'autres œuvres, aux inspirations qu'elle a pu avoir par d'autres peintres. Il y a quelque chose de tellement personnel, où c'est une œuvre entièrement fabriquée au sens de sa création. Et effectivement assez peu référencée. Maintenant mais je suis tout à fait d'accord. On peut trouver. Mais a priori, c'est pas référencé pour moi tout de suite. J'aime beaucoup en sculpture Ipoustegui, par exemple, qu'on a exposé d'ailleurs dans notre maison. Oui. J'aime beaucoup la sculpture. Peut-être encore que la peinture. J'aime beaucoup ce qui est construit. Quoi. Oui. Ce qui vous protège aussi, qui est là et qui est indéboulonnable. Sans doute que j'ai ressenti. Indestructible. Oui, j'ai ressenti, et avec cette amie avec qui j'ai eu cette relation très perverse, je me suis sentie totalement démolie. Alors, le problème, c'est que j'ai réussi à entraîner toute ma famille dans cette folie, quand même, de partir. On avait une maison très agréable à Ferté-Milon, c'est-à-dire à 80 km de Paris. On allait au théâtre toutes les semaines et tout. Et pof, on va dans un désert. Et du coup, bon, on a 3 enfants, mais on a une fille qui est vraiment connue, oui, qui est sculptrice, et qui n'a pas voulu du tout faire ce que ses parents avaient fait, et qui a tout de suite été à Paris, aux Beaux-Arts, avec... alors, je cherche son nom, il est ultra connu. Bon. Il est italien, il est mort il y a quelques années. Qui était prof aux Beaux-Arts, c'est un des derniers qui enseignait le dessin d'ailleurs. Bon. Non, il est vraiment très connu. Bon. Voilà, et elle n'a pas voulu du tout faire comme papa-maman. C'est une artiste. Le milieu, Paris, oui, pas du tout s'en aller dans la lointaine province. La radicalité, il y a quelque chose de radical quand même, la radicalité oui. Du choix. Le choix, c'était aussi un choix esthétique, c'est-à-dire que moi j'aime le calcaire, et ce pays du Larzac, les Grands Causses, c'est quand même magnifique. Hein, mais de là, aller s'enfermer dans une maison où les premiers voisins sont à 2,5 km, c'est dingue. Alors que je suis assez sociable, quoi. Bon, non, vraiment, moi, les premières années ont été... je voulais rentrer au couvent, ben là j'y étais. Oui, voilà, c'est peut-être quelque chose du retour de cette vocation que tu t'es cru. Le voile, vraiment. Voilà, oui, 1,50 m d'épaisseur. Oui, c'était une rentrée au couvent. Et cette incroyable mastaba que tu dis, t'ouvres tout d'un coup à la faveur d'une histoire qui s'en va, t'ouvres sur le monde, sur la... Ça c'est très troublant, ça c'est beau aussi, ça. Sur l'histoire qui est en train de se faire, qui vient rencontrer une histoire qui est une histoire familiale, conflictuelle aussi. Enfin, c'est assez beau, hein. Il y a une grande poésie dans tout ça. Oui, une écriture. C'est poétique, il y a une écriture. Et il y a une grande tendresse aussi. Quelque chose de l'amour, on sent vraiment combien ça t'est nécessaire et combien tu es dans le lien. Ah oui. Ah non, puis je ne supporte pas la mort des amis. Alors là, vieillir, c'est ça. Il y a une douceur aussi dans les matériaux que tu choisis. Oui, mais je pense que j'essaye de retrouver une présence, hein, quand même. Et puis, ce que j'ai fait sur ma famille, c'est, ma marraine entre autres, c'est lui redonner une autre vie, de dire, tu n'es pas absente complètement.
Et fait quand tu dis renaître. c'est très beau, Et tu le, dis plus et jamais le de ces vies de femmes. public s'y est pas Ah, jamais, fermé. c'est il y a super, quand même aussi un côté de militantisme féminin ouais. chez Oui, toi. oui, oui, Je oui, vois oui, Annie oui. Ernaux, des gens comme ça Oui, qui c'est ont vrai. aussi Oui, soutenu oui. ton Nancy travail. Houston, oui, oui. Donc on entend bien que Féministe, quand même. tu t'évites plus jamais ces vies Ah oui, de, oui, oui, de oui. dames qui font des petites broderies Ouais, que puis personne sur ne lesquelles regarde. Qui pleurent sur leur petite broderie, c'est très Oui, très il y a beau, quand même ça. un côté Et tu dis féministe. plus jamais ça. Oui, oui, Ça, oui, c'est oui, clair. non, mais je... Tout bah, en étant une grande amoureuse, on imagine quand même à travers tout ce que tu écris, mais on entend bien la toute grande gamine, amoureuse, mais avec un côté... toute gamine chez les bonnes sœurs, je voulais être curé. Enfin, je trouvais que c'était bien d'être prêtre. Et même le bon Dieu préférait les garçons. Ah bah oui. C'est très injuste. Alors, regardez où on en est, hein, de toute façon. Bon, on en est, bon. Faut ce qu'il Bon, faut. on va Mais- peut-être s'arrêter là-dessus, alors, et regarder peut-être d'autres Alors oui, choses que oui, tu oui, as non, là. j'avais amené, normalement ça se met, mais c'est, j'ai fait une sorte de bande dessinée sur ma famille, donc avec les Ah, c'est beau. et avec un Oui, texte, oui, oui. avec un texte. Et alors, Ça, dans, c'est donc, comme dans quel le âge, livre, là on n'arrive pas à lire toujours les textes, Ah oui, justement, oui, oui. Que tu as Alors sous le là, tableau. voilà, je me suis mise sous mes parents, en mariée. Vous voici Louis et Geneviève, parents aimés, le jour de votre mariage en 1939. Vous êtes musicien, mais la musique n'adoucira pas vos mœurs trop différentes. Deux blocs côte à côte, vous resterez deux blocs étanches fidèles enfants de vos familles respectives. Comme l'huile et l'eau, vous ne vous mélangerez pas. Pourquoi des êtres aussi doués et sensibles que vous ont-ils mené leur vie au désastre? Je veux comprendre l'amont de votre histoire, puisque j'en ai l'aval sur les bras. Telle est la cruelle question que je dépose sous vos jolis pieds de mariée. Voilà. Donc, du côté de la bourgeoisie maternelle, donc j'ai de très très belles photos des bourgeois, ça pose pas de problème. Ma mère était fille de gens très vieux, donc c'est 1886. Mon grand-père, le père de ma mère, était né en 1860, donc sous Napoléon III. Oui, alors, du côté de la bourgeoisie maternelle, que contemplez-vous du haut du balcon, de ce balcon, aïeux de si bonnes familles? Vos regards perchés sous vos hauts de forme s'inquiètent-ils pour la mariée? Vous aviez mis 3 générations pour vous hisser du menuisier au médecin, en passant par le curé et l'instituteur, oui. Et voilà que cette jeune descendante, ma mère, si pleine d'espérance, chute de l'échelle sociale et de plusieurs barreaux en épousant le fils d'un boucher. Ma mère a eu le sentiment d'avoir trahi toute sa famille en dégringolant. Ben oui, mais c'est tragique. C'est tragique. C'est tragique. Et alors, le texte j'ai fait le portrait de Bach, où ma mère était une grande C'est interprète magnifique, de Bach. attends, on va le montrer Oui. peut-être parce que c'est magnifique. Et je reste très amoureuse de Bach. Et donc, Geneviève, organiste. Sur la grande échelle du père Bach, dans l'amphithéâtre aux 5 claviers, puisque celui de Saint-Sulpice comportait 5 claviers, tu es aux anges, maman, seul tout là-haut dans la tribune de l'église, comme au cœur d'une forêt bruissante. Tu es loin des soucis de la terre, des biberons à donner, des couches à changer, des repas à préparer. Là-haut, ta joie demeure. Et ça, j'avais une mère très rêveuse et que le côté domestique n'intéressait absolument pas. Bon, donc moi, pour plaire à mon père, j'essayais de plaire à mon père, je faisais de la cuisine, mais c'était en vain parce qu'il n'était intéressé que par mon frère. Et alors mon père, Louis, il s'appelait Louis, joueur de basson, donc il y a ses ancêtres au-dessus. C'est beau. Ce mélange du textuel aux images, c'est vraiment joli. Alors la famille Bouchère est rouge, bien sûr, et la famille aristocratique de sang bleu est bleue.
Alors je m'adresse à lui. Tu ne les monteras pas, les marches de la réussite, papa, du bout de ton basson. Malgré ton premier prix de conservatoire, ta parentèle est trop lourde à porter. Voici Julien, ton père, Boucher, et Élise et Oscar, tes grands-parents, Jean de la Mine, Adèle, ta mère, veuve de guerre, tu resteras toujours j'arrive pas à prononcer Saint-Chiot, Garchon. Ma grand-mère parlait que patois. Celui qui lui livrait la viande avant tes cours de solfège. Tous ces gens travaillaient dur, et toi, que faisais-tu? Tu jouais du basson. Mais aussi, il trahissait. Oui. Oui. Et il portait la viande en faisant ses gammes de solfège, ça c'est sûr. C'est étonnant aussi. Oui. Ouais, c'est le lieu des contrastes. Mais remarque, c'est bien quand tu dis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contrastes, qui aime beaucoup les rapports de force. C'est ça que tu as dit? Ah, j'aime les rapports de force, oui, enfin, qu'ils ne soient pas irrémédiables. Non, j'entends bien. Mais j'aime les rapports d'énergie, oui, j'aime par exemple, dans l'actualité d'aujourd'hui ou d'hier, j'aime voir ce qui se trame en dessous et ce qui... Et là, la psychanalyse est formidable pour comprendre. Mais tu pourrais écrire un roman, hein. C'est du roman en même temps. Je ne suis pas romancière du tout. Mais non. quand on entend lire tout ça... Ah, mais j'aimerais raconter, oui, mais... Bon. Un roman poétique. Oui, un roman poétique. Et illustré. Et illustré en plus. Et illustré. Alors, le rouge, bah, c'est... J'étais pas très contente. Oui, j'étais pas très contente parce que de me mettre le rouge et le bleu, en fait, sont... Eh bien, voici les parties en présence. Donc, je présente, comme au théâtre, voici les grands-parents maternels et ma grand-mère paternelle, parce qu'elle était veuve de guerre, au mariage de mes parents. Ils en font une tête d'enterrement, c'est vrai. Les premiers ont le double d'âge de la seconde. C'est-à-dire que non seulement il y avait la classe sociale, mais il y avait mes grands-parents maternels auraient pu être les parents de mon père. Donc il y avait plus de 20 ans qui les séparaient. Et tout le reste de la vie les sépare. Façon de parler, de manger, de travailler, de s'habiller, tout s'oppose. Les uns ont des domestiques, les autres ont été domestiques. J'ai commis une mésalliance, disait tristement maman, j'en serais punie. Et elle me disait, la punition, ça a été ton frère. Ah oui. Ah, c'est terrible quand même. Donc, c'est pour ça que Larzac m'a emballé, c'est de voir des intellectuels aux petits soins avec des manuels, vous comprenez, des gens. Bah oui, cette rencontre. Bien sûr. Bon, il y avait à la tête du Larzac un ancien militaire qui savait, qui est un homme de pouvoir, qui savait qui était l'anticorps du... C'est pour ça que ça a marché. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui pigeait ce qu'était le pouvoir d'État. Mais ils n'ont jamais été récupérés par personne parce qu'il y avait tellement de monde pour leur enseigner les marxistes d'un côté, les Mao, et on acceptait tout le monde. C'est-à-dire l'essentiel c'était d'être contre le camp militaire du Larzac. Mais on pouvait être d'extrême droite et aimer les camps militaires, mais à condition, vous voyez, il y avait une toute petite plateforme et on disait... on est peut-être, vous voyez, on peut être à 90% en désaccord avec quelqu'un, mais sur 10%, on est d'accord, on fait quelque chose ensemble et on évolue. C'est formidable. C'est merveilleux. C'est au-delà des différences, oui, oui. C'était magnifique. Ça avait du sens pour toi. Mais alors qu'on avait des gens avec une idéologie de béton qui disaient mais vous vous rendez compte, les brebis vont manger à tous les râteliers, vous mangez à tous les râteliers, on nous accusait. Et ils disaient non, on est d'accord. Et puis les paysans disaient aussi, quand on se noie, on ne regarde pas à qui appartient la main qui se penche pour vous sortir de l'eau. Alors on est traité d'opportunistes. On disait bon. Mais écoute, finalement, on va finir peut-être sur cette note aussi très optimiste. Oui. Bien sûr, tu dis quelle idée nous a pris de partir sur une histoire avec une amie, une jalousie, enfin quelque chose qui a été très négatif. Mais finalement, tu dis quand même, tu viens de dire que c'était magnifique. Oui. Ça a été une expérience de vie qui a été sans doute une épreuve qui t'a porté terriblement et qui te porte encore, puisque c'est quand même central. Hein,
Et puis on te remercie beaucoup parce que c'est rare avec un artiste d'avoir autant de discours et de pouvoir échanger, parler. Ben, ça m'a fait du bien parce que j'ai pris conscience de certaines choses ce soir. Ah bah, oui. Écoute, on est heureux, mais nous aussi, je suis pas nous aussi. C'était super. Maintenant, on va peut-être boire un verre. Bravo.